dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des épisodes de séries ou des films qu'on a vus récemment, sans se gêner pour spoiler. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode de Noël de Sense8. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler de l'épisode de Noël de Sense8, et pour ce faire, donc, on fait un épisode de Noël des Gros Spoilers. Exactement. Mais dis-moi Gauthier, où es-tu aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va pas se passer pareil. Parce que pour une fois, on a l'occasion d'être ensemble. Et du coup, on va parler donc de Sense8, l'épisode de Noël qui est sorti là, il y a quelques jours sur Netflix. Du coup, pour résumer un peu l'épisode, c'est difficile à résumer Sense8 parce que les épisodes c'est toujours un peu flou, il se passe un peu n'importe quoi partout. Il se passe un peu tout, c'est vrai, dans chaque épisode. Maintenant, pour résumer un petit peu le contexte général de la série, voilà, donc on suit l'itinéraire de 8 personnages qui sont liés entre eux. Ouais. Au début, on sait pas trop comment, mais après on apprend donc qu'ils sont tous nés le même jour, etc., etc., et que donc ils sont liés émotionnellement, puis même physiquement les uns les autres, puisqu'ils peuvent prendre le corps chacun de l'un ou de l'autre. Et du coup, à la fin de la saison précédente, ils attaquaient un centre bizarre où ils essayent de rameuter les différents Sense8. Et pour je sais plus exactement quoi faire, je sais pas si c'était dit, ou pour faire des expériences sur eux ou une connerie comme ça. Et du coup, ils avaient réussi à faire sortir la fille la blonde, la DJ là, qui habite en Islande. En Islande, exactement. Je crois que c'était elle qu'ils avaient amené là-bas. Oui, c'est ça, oui. Et ils ont tous un peu aidé la hackeuse et tout ça. Et le flic, il y allait directement pour la récupérer. Et ils ont réussi à s'en sortir. Et moi, c'est à peu près tout ce dont je me souvenais de l'épisode d'avant, enfin de la fin de la saison. Il avait croisé les yeux du mec à lunettes. Du personnage méchant de l'histoire, le mec à lunettes. Ouais. Je ne me souviens pas de son nom. Non, exactement. On se souvient pas de son nom. Voilà, donc lui a le pouvoir, effectivement, quand il a un contact visuel avec les autres, de pouvoir s'insérer dans le groupe des 8 personnes. Pas dans le groupe, juste de la personne qu'il a vue. Parce que lui, il voit pas les autres, il voit que... Oui, il voit que la personne, voilà, il voit que le flic, mais dans l'objectif de pouvoir attraper tous les autres. Voilà. Mais de les attraper pour faire le mal. Donc voilà, donc ça commence là-dessus, et donc on voit comment le flic et la DJ, ils essayent de s'en sortir, de se cacher, etc. On voit la hackeuse, la blonde, qui essaye de se cacher. Je sais plus pourquoi elle est poursuivie par le FBI ou une connerie comme ça. Je sais même plus pourquoi elle est poursuivie. Elle était poursuivie parce qu'elle aussi c'est... Ah oui, c'était l'une des premières poursuivies. Voilà, c'est ça, elle est aussi sensitive, et puis elle était poursuivie par le mec à lunettes. Ouais. Du coup, elle est recherchée, elle essaie de se cacher. On voit qui d'autre, le Black, qui a des problèmes avec son bus, qu'il essaye de rénover puisqu'il s'était fait mitrailler. Et voilà. Donc il essaye de le rénover. On voit la chinoise qui est toujours... La chinoise, qui essaye... qui essaye pas, mais qui est en prison, qui essaye de gérer un peu la situation. On voit encore... j'ai dit combien, la DJ... Oui, il y a l'indienne. Oui, la jeune fille indienne. Il y a l'indienne qui... J'avais oublié qu'elle avait fini par se marier, mais elle a fini par se marier avec son mari arrangé. Et il y a le jeune Allemand. Il y a le jeune Allemand qui avait buté son oncle, je crois. C'est ça. Qui avait buté son oncle. Et donc là, on voit comment ça se passe après l'assassinat. Et enfin, l'acteur mexicain. Mexicain. Qui essaye qui a dit non mais ok, dites à tout le monde que je suis gay, tant pis, il assume. Et voilà, et on voit un peu tout ce qui se passe après. Et en fait, c'est un épisode qui fait... À la base, je pensais qu'il ferait pas vraiment avancer l'histoire, que c'était un épisode de Noël comme ça pour les revoir à la période de Noël et tout, et c'est le cas. Mais ça fait un tout petit peu avancer dans l'histoire très doucement, pour faire comme un tampon entre la première saison et la deuxième saison qui va venir, je pense. C'est ça. En fait, c'est un très bon épisode de transition, effectivement. De transition. Ça reprend bien les bases de la fin de la première saison, et puis ensuite, ça va nous introduire au fur et à mesure de l'épisode, qui dure 2 heures quand même. C'est un épisode quand même Oui, c'est vrai.
qui est quand même assez long. C'est vrai que ça nous permettra ensuite de basculer un petit peu dans les nouveaux enjeux et puis dans les problèmes que chacun vont avoir dans leur vie personnelle et puis face à l'organisation du mec à lunettes. En fait, c'est un peu un mélange entre un épisode de Noël qui a peu de rapport avec l'histoire et un premier épisode de saison presque. C'est ça. C'est comme s'ils avaient mélangé les deux et voilà. Donc on va donner notre avis sur l'épisode à la fin de l'épisode des gros spoilers. Mais en attendant, donc on va commencer par le début, qui est l'épisode qui commence avec une grosse séquence, pardon. Un peu, moi j'ai trouvé ça un peu poétique, on les voit un peu dans l'eau, tous nager les uns les autres. Ça te remet un peu dans l'ambiance, montrer les relations qu'ils ont entre eux un peu. On voit qu'ils gèrent beaucoup mieux leur sensate, enfin leur pouvoir. On voit qu'ils gèrent beaucoup mieux parce qu'ils sont moins gênés dans leur vie, dans cette première séquence. Du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai vu que l'Indienne était mariée, j'avais totalement oublié. Qu'on commence à voir que le flic il est drogué. Et ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Enfin, même si on le voyait à la fin de la saison 1. Ouais, mais j'avais pas compris ce qu'elle lui injectait, moi, à ce moment-là, à la fin de la saison 1, en fait. Bon, en fait, oui, c'est le même principe, en fait, que ce qu'avait fait Angelica pour échapper au mec à lunettes. J'avais totalement oublié, c'est-à-dire, en gros, se défoncer pour pas que l'autre arrive à le voir, ouais. Et j'avais totalement oublié ça, donc quand je le vois complètement défoncé, et vraiment le toxico de base, quoi, ça fait très bizarre. Mais après, donc, au fur et à mesure de l'épisode, c'est ça qui est bien dans l'épisode et pas bien, c'est que j'ai trouvé que au début de l'épisode, ils réexpliquent pas trop, ils te remettent pas trop dans l'ambiance de ce qui s'est passé. Donc si t'as oublié, tu comprends rien au début, quoi. Par contre, tout est réexpliqué quand même au fur et à mesure de l'épisode. Au fur et à mesure. Donc si tu regardes tout l'épisode sans te poser de questions, tu finis par te rappeler de tout parce qu'il réexplique un peu tout avec parcimonie. Donc ça fait pas genre début d'épisode, on réexplique tout pour réexpliquer tout. C'est vraiment bien intégré à l'épisode, j'ai trouvé. Voilà. Du coup, je me suis posé des questions. C'était quoi la fin de l'autre? Pourquoi la blonde elle est recherchée, etc. Mais donc ça, j'ai eu les réponses au fur et à mesure. Donc cette première séquence, moi, que j'ai trouvé vraiment très poétique, dans l'eau, etc. Ça montre un peu l'ambiance qu'il y avait dans la première saison, un peu lente. Mais tu vois les interactions sociales, pas sociales, mais des interactions entre des gens qui sont vraiment très différents, qui viennent d'endroits très différents. Et qui se passe vraiment, je trouvais ça, en fait, le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est poétique, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé. Écoute, moi aussi, je l'ai trouvé très poétique, et puis j'ai été surpris et très enthousiasmé, une fois de plus, par cette série. J'adore les transitions. Je trouve que les transitions entre les personnages sont toujours menées de façon très fine et vraiment très très bien filmées. J'adore aussi maintenant le fait qu'on puisse les voir vraiment converser entre eux, comme tu disais, voilà, dans leur vie de tous les jours. On sent qu'ils se sont habitués à être des sensitifs et qu'ils maintenant arrivent à contrôler leur pouvoir vraiment mieux. Et donc voilà, donc en tout cas pour le début de l'épisode, en tout cas ça nous lançait bien l'épisode, je trouve. Ouais, ça nous remettait bien dans l'ambiance. Comme tu dis, donc assez lent, mais pourtant très beau. Ouais. C'est agréable à voir, avec la musique qui est bonne. J'ai toujours trouvé la musique bonne dans cette série. Oui, donc, c'est vrai. Et là, on le voit dès le début. Je ne me rappelle plus ce qui se passe tout à fait ensuite, mais on passe rapidement. Enfin, il montre un peu tous les personnages dans leur environnement. C'est ça. Et on finit par voir le Black, donc d'Afrique, qui Caféus, c'est ça? Caféus, ouais. Ok. Qui travaille sur son bus. Et je savais pas regardé du tout ça, que l'acteur avait changé. Et je savais pas du tout. Et j'ai trouvé la gestion du changement d'acteur excellente. Alors moi je l'avais lu. J'avais lu effectivement que l'acteur qui a incarné Caféus dans la première saison, il avait arrêté parce que apparemment il avait des différences d'opinion par rapport à l'évolution du personnage apparemment dans la saison 2. Donc ce qui avait entraîné qu'ils avaient dû retourner des scènes, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont amené ça assez finement. Maintenant, je m'étais attaché au premier Caféus. Moi aussi. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Exactement. Contre, en fait, s'ils avaient introduit le truc juste d'un coup comme ça, de façon sèche et directe, à la fin de l'épisode, j'avais encore du mal à me faire à l'acteur parce que j'aimais beaucoup l'ancien. Mais le fait qu'il l'ait amené comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit donc la scène. T'as Caféus qui travaille sur le toit du car.
Donc lui, il est travaillé sur le toit, il est en contre-jour, ou de dos, ou en contre-jour toujours en fait. Et il parle avec son pote qui est debout à côté du bus. Et, et donc du coup, comme il est sur son toit, on le voit toujours ou vers le haut en contre-jour, donc on voit pas son visage, on voit rien du tout, ou un peu de dos. Et du coup, comme moi je ne savais pas qu'ils avaient changé d'acteur, je me suis pas posé une seule fois la question, pour moi c'était lui quoi. Et donc au dernier moment, vers la fin de la séquence, t'as donc son pote qui lui dit mais t'as l'air un peu différent, non? Et là, première fois qu'on le voit de face, l'acteur, et il dit ouais, j'ai un nouveau barbier. Et j'ai trouvé ça excellemment mené. Ouais. Parce que la scène, elle a duré 3 minutes, et pendant 2 minutes et demie, j'étais certain que c'était l'ancien acteur, quoi. Parce que c'est toujours de contre-jour ou de dos. Et j'ai trouvé ça super bien amené, et ça m'a fait passer la pilule du nouvel acteur, moi, comme Alors moi, c'est vrai que, donc voilà, comme j'ai dit, je le savais. Maintenant, je ne savais pas à quoi ressemblait le nouvel acteur. Ouais. Ce qui fait que j'avais quand même cette petite surprise de savoir qui ça allait être. Et au premier abord, j'ai été un petit peu déçu. Oui. Parce que je trouve que même physiquement, au niveau de la corpulence et de la taille, je les trouve vraiment très différents. Oui, complètement. Voilà. Puis l'autre, il avait l'air jeune adulte, voire fin d'ado. Enfin, après, il a le même âge que les autres, théoriquement, mais il avait un physique de jeune adulte, vraiment. C'est ça. Alors que lui, il a un physique beaucoup plus développé, en fait. Ouais. J'ai trouvé, après, je me trompe peut-être, mais je trouve que ça donne cet effet-là. Il a un visage, en tout cas, beaucoup plus adulte. Et donc, voilà. Oui, c'est ça, il a perdu une espèce de petite douceur qu'il avait dans le visage. Ouais. Effectivement. Donc voilà, donc j'avoue que En fait, il avait un visage plus innocent, j'ai trouvé. C'est ça. Avant. Qui passait super bien. C'est ça, qui passait super bien. Parce qu'il vivait le côté Sense8 de façon vraiment innocente, reculée, où il ne comprend pas tout ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça très bien. Complètement. Et du coup, j'ai du mal à m'y faire, mais par contre, c'est passé super facilement parce que j'ai trouvé la gestion du passage au nouvel acteur qui était très très bien faite, j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, on passe il montre donc un peu tout le monde dans différentes situations. Un peu plus tard, on voit d'abord, d'ailleurs, avant l'acteur gay du Mexique, on voit d'abord son mec, qui est prof. Oui. Et j'ai trouvé cette scène émouvante et super bien menée. Ouais. C'est le genre de prof que j'aimerais bien avoir parce qu'il a une répartie et comment on dit ? Self-control. Self-control, merci. Il a un self-control qui est remarquable. En fait, il est en train de montrer des images, faire son cours, etc. Et là, il y a visiblement tout le monde qui reçoit dans la classe une photo. Lui, il dit « J'aimerais bien savoir ce que c'est ». Et du coup, il y a un des élèves qui le met sur le grand écran derrière le prof. Et c'est une photo du prof avec le Mexicain, l'acteur, en train de faire l'amour. Et du coup, il se moque, l'élève, il a une tête de méchant qui fait ça juste pour faire chier, quoi. Et lui, on voit qu'il a un self-control énorme, il regarde ça, et c'est un prof d'art, je crois. C'est ça. Et du coup, il demande ce qu'il voit à l'élève. L'élève qui dit, je vois deux mecs, en gros, shit pusher, donc je sais pas comment traduire ça en français littéralement, mais en gros, c'est très très vulgaire pour dire, et désolé pour le terme, mais ils s'enculent, quoi. Oui. Et c'est plus vulgaire que ça, quoi. Oui, c'est plus vulgaire, enfin... Je pourrais le traduire, mais... je pense qu'on peut se passer de la traduction littérale. Mais, et donc, du coup, le prof, il retourne la situation, puis il explique que tout ce qu'il voit, c'est plus un amour entre deux personnes, entre deux hommes, etc. Et il arrive à retourner la situation, à reparler d'art en voyant cette photo, alors que lui, au fond de lui, on sent qu'il a le cœur brisé en voyant que tout le monde a cette photo-là qui se fout de sa gueule, quoi. Mais on sent qu'il a le cœur brisé, mais il arrive à gérer la situation de façon parfaite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment émouvant et voilà, moi j'ai trouvé que la scène était bien menée, que l'acteur, pas l'acteur, mais le personnage, j'ai trouvé que le personnage excellent en fait. Il avait super bien géré la situation, effectivement, en tournant à son avantage cette situation qui était assez critique, j'ai envie de dire, devoir s'expliquer entre guillemets devant ses élèves. Je pense que pour un prof, il n'y a rien de pire. Mais malgré tout, voilà, il arrive à bien retourner le truc et puis sans avoir besoin de se défendre en fait naturellement. Les autres élèves se rendent compte que l'autre est vraiment le méchant et que son attitude était vraiment pour lui. Après, le cours se termine, donc voilà, mais en tout cas, on voit qu'il a très bien géré ça. Et la scène
était très émouvante et très bien filmée, je trouve. C'est vrai. Donc après, on voit l'acteur Lito. C'est ça. Lito qui arrive, qui le réconforte, qui s'aime, qui traverse ça ensemble, etc. Donc voilà. Ensuite, on voit la blonde, la hackeuse, qui est transsexuelle, je crois. C'est ça. On voit donc la blonde hackeuse qui est cachée et qui parle dans une oreillette avec sa copine. C'est ça. Et la copine qui se plaint parce qu'elle se rappelle pas qu'elle a l'oreillette pour discuter constamment avec elle. Pour être tout le temps, parce qu'il y a des mecs du FBI ou une société comme ça qui l'interroge régulièrement, donc il faut qu'elle soit toujours connectée à sa copine pour pouvoir qu'elle lui donne des arguments, etc. Si j'ai bien compris. Et donc elle se plaint, putain, il faut que je m'efface à ce que tu m'entendes tout le temps et que j'ai tout le temps quelqu'un dans l'oreille. Et il y a la hackeuse qui répond, bah voilà, tu vois putain ce que je vis, etc. Et en plus, il y a la drama queen. Elle dit comme ça, il y a la drama queen qui vient régulièrement, etc. Et elle dit donc que c'est Lito. Et à ce moment-là, elle rentre dans sa chambre et elle voit Lito parce qu'elle voit les gens qui sont connectés. Et il y a Lito qui est assis sur son lit à elle. Et il dit ah mince, pardon quoi. Et j'ai trouvé ça assez rigolo pour montrer qu'effectivement ils s'entendaient bien, Lito et elle. Et c'est l'un des duos. En fait, ils sont 8, je crois. C'est ça. C'est possible? Oui, ils sont 8. Oui. Ils sont 8. Et ils ont chacun une personne avec qui ils ont plus d'affinité, en fait. C'est ça. Et donc lui, c'est elle, et inversement. Et j'ai trouvé ça bien amené. On voit qu'il vient régulièrement, etc. Et j'ai trouvé ça rigolo, la petite blague. Mais voilà, après, je sais pas ce que tu as pensé de cette petite altercation. C'était juste une... Non, alors c'est vrai qu'ils ont fait en sorte de rajouter un petit peu d'humour à chaque fois. Ce qui est pas mal. Ça dédramatise un petit peu la situation et puis ça nous plonge un petit peu plus dans leur vie réelle en fait. Sans forcément, voilà. Alors oui, ils sont poursuivis, oui, ils sont en danger, etc. Mais malgré tout, voilà, ils vivent. Ils vivent et c'est vrai que voilà, toutes ces petites scènes un petit peu humoristiques ont rajouté on rajoutait ce sentiment voilà, qu'on suit leur vie, que malgré tout, ils font contre mauvaise fortune bon cœur et qu'ils essayent d'avancer. C'est vrai. Plus tard, ensuite, on voit l'indienne qui a toujours des problèmes d'intimité avec son nouveau mari, puisque c'est un mari forcé. Elle a des problèmes d'intimité. Elle finit par s'énerver, pas s'énerver, mais en fait, elle dit je me sens enfermée, en fait, puisqu'elle pense d'abord à la chinoise qui est enfermée dans une prison, mais aussi à Lito, donc l'acteur mexicain, qui se sent enfermé dans sa vie émotionnelle parce qu'il y a tout le monde qui lui dit un acteur gay et tout, alors qu'il a une image d'acteur super mâle, à aimer toutes les femmes et tout, et tout le monde s'aperçoit qu'il est gay, donc il y a beaucoup de retours par rapport à ça, ça lui fait mal, etc. Et ils ont tous un petit côté comme ça, enfermés dans leur propre vie en fait, par différents contextes. Et son mari, donc l'indienne, il comprend pas, et du coup elle explique un peu tout en fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on réexplique un peu ce qui s'est passé avant avec elle, donc qui explique qu'il y a quelqu'un en prison, il y a quelqu'un qui a des choix de vie personnelle qui sont compliqués, etc. Elle explique un peu ce qui se passe avec tout le monde en fait. Et j'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai bien aimé qu'à la fin de ce résumé-là, elle parle, je sais plus si elle en parle rapidement ou pas, mais je sais pas si elle en parle, mais on voit l'allemand en fait, avec qui elle s'entendait très très bien, plus que bien, dans la saison d'avant. Et on voit qu'ils auraient pu être amoureux. Je sais pas s'ils le sont pas un peu. Je pense qu'ils le sont. Et on voit l'allemand en fait qui est assis à côté d'elle en train de l'écouter elle. Et elle qui tourne la tête pour pas penser à lui et pour finir son résumé à son mari. Et qui tourne la tête. En fait, c'est des scènes qui sont difficiles à expliquer parce que c'est toutes des émotions qui passent uniquement par un regard, par une tête tournée, par la présence du mec qui disparaît parce qu'il n'est pas vraiment là, mais la présence du mec qui disparaît et elle qui tourne la tête, c'est des jeux de regard, une image, juste une présence qui font passer énormément d'émotions. Et j'avais oublié que c'était ça en fait la série, même la première saison. J'avais oublié qu'il passait autant d'émotions avec si peu de choses. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Parfaitement d'accord. Ok. Donc pour revenir justement sur ce que tu disais, sur le fait que c'est bien voilà, qu'elle ait fait ce petit résumé. Moi,
moi, ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est le fait que, voilà, donc, elle raconte ce qu'elle vit à son mari, aucun problème. Et puis, il y a un autre personnage aussi qui raconte ça, qui raconte ce qu'il vit à une tierce personne, donc il y a une personne hors du groupe et qui ne connaît pas leur secret à l'origine. Ah bah c'est le Black, c'est l'Africain, qui raconte ça de son pote. Oui, c'est ça, voilà, qui raconte ça à son pote, effectivement. Et la chinoise qui arrive à ce moment-là. Exactement. Alors, oui, je comprends effectivement qu'ils puissent se confier, qu'ils aient besoin de se confier, aucun problème. Maintenant, vu la situation dans laquelle ils sont, où ils savent qu'ils sont recherchés, qu'il y en a un d'eux qui est obligé de se droguer pour pouvoir rester hors de portée du mec à lunettes, j'aurais pensé qu'il serait peut-être un petit peu plus discret. Bah non, parce que c'est pas des vrais criminels, tous les autres ils sont pas recherchés du tout. Bien sûr. Et ils parlent à leurs amis proches qui vont jamais répéter ça parce qu'ils vont avoir l'air fous de toute façon. Mais pour l'instant ils sont pas recherchés. Mais voilà, mais il aurait suffi que le mari de la jeune fille indienne qui travaille dans une société pharmaceutique, que cette société pharmaceutique soit reliée d'une manière ou d'une autre au mec à lunettes, puisqu'on sait qu'il travaille pour une organisation internationale qui dépasse les gouvernements, etc. On pourrait imaginer que confier ce secret pourrait les mettre dans une situation dangereuse. Ça, je le vois pas vraiment venir parce que pour moi, c'est fait. Même si c'était lié à la société pharmaceutique, etc., si lui, il n'était pas dans le secret à la base, je vois pas sa femme qui lui dit ouais, je suis un peu lié à des gens différents sur Terre. Enfin, je vois pas à qui ni il en parlerait, ni. Enfin, ouais, ma femme, elle a des amis partout dans le monde. Enfin, oui, mais après, après, c'est moi avec mon habitude des séries où il y a toujours des complots, toujours des groupes qui ont des ramifications un petit peu énormes et qui connaissent machin, etc. C'est vrai que dans la situation où ils sont, je pense que restreindre les informations à un groupe vraiment très très proche, sachant qu'elle en plus elle a des problèmes avec son mari, que ça se passe peut-être pas forcément bien et que leur mariage ne va peut-être pas forcément durer, même si dans sa tête j'imagine qu'elle préférerait que ça dure pour éviter des agréments. Je pense que Cela dit, elle lui dit pas qu'elle est reliée, elle est connectée, etc. Elle lui dit juste qu'elle connaît des gens à travers le monde qui vivent tous une vie très compliquée, mais elle dit jamais qu'elle est connectée à ces gens-là. Oui, mais s'il était dans le secret, il comprendrait. Bien sûr, mais voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il soit dans le secret, là, ce serait un peu. Mais voilà, là, pour moi, ce serait un peu abusé que ça se passe comme ça, quoi. Mais voilà, moi, j'ai un peu peur que ça puisse, leur porter préjudice. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment compris. Et puis surtout, ce serait fou parce que les 8 personnes qui sont interconnectées, ils pouvaient pas savoir à l'avance que ce serait ces 8 personnes-là précisément. Même la femme qui les enfante, entre guillemets, qui les rend en Sense8. Elle connaissait le flic, mais elle connaissait pas qui allait être les 7 autres. Donc je vois pas comment. C'est qu'elle est apparue à chacun. Bah oui, mais ensuite, une fois qu'ils sont connectés. Mais elle ne savait pas à l'avance que ce serait ces personnes-là. Non, au moment où elle s'est suicidée, la première fois, au moment où elle s'est suicidée, elle est apparue à chacun. Oui, parce qu'elle les a enfantés. Mais avant de les enfanter, entre guillemets, elle savait pas à l'avance qui ce serait. Non, alors. Du coup. On ne sait pas. Bah si. Si, tu seras connecté à cette autre personne. Enfin, je sais plus comment elle le dit, mais. Non, mais pour moi, c'est impossible qu'ils sachent à l'avance. Et du coup... Après, c'est vrai qu'on n'en sait pas encore assez sur... Après, on font des tests sur les cerveaux, sur des trucs comme ça, et il faut savoir qu'il y a des gens qui sont Sense8 ou potentiellement Sense8. Mais de là à savoir exactement... Enfin, moi, je trouverais ça un peu abusé que le mari de l'Indienne, il soit dans le coup, quoi. Enfin, ce serait prévoir bien à l'avance et tout. Enfin, pour moi, c'est impossible. Moi, maintenant, c'est la peur que j'ai avec Sense8, c'est qu'effectivement, ça tourne à une série de complots, etc., comme on en a vu beaucoup. Mais c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Etc. Et que, pour des raisons bateaux, habituelles dans les séries, de budget ou autre, ou d'audience, etc., on finisse avec une série avec une fin un petit peu mystique, un petit peu bizarre, où rien n'est expliqué, rien n'est dit, un peu un syndrome Lost en fait, mais c'est déjà pas ça, où tu te retrouves avec des explications qui sont
Non, mais tu peux pas comparer à Lost, c'est pas du tout, c'est pas du tout le même principe. Et en plus, ils ont déjà commencé à expliquer des trucs. Et... Oui, mais pas tout. Bien sûr que non, mais ils en ont expliqué quand même pas mal. Ils en ont expliqué pas mal. Mais... Et pour moi, le truc du complot, ça reste très secondaire dans l'histoire. Le truc du complot, c'est un dixième de la série, c'est 10% de l'épisode, quoi. Ça reste, oui. C'est leur vie à chacun, c'est leur vie à chacun avant tout, quoi. Dans l'épisode dont on parle. Bah même dans la saison 1. Mais dans la saison 1. C'était 10%. Tu vois surtout la vie de chacun, pour moi. Alors oui, ça c'est en fond, c'est une menace qui rôde. Pour moi, ça c'est une menace qui rôde au-dessus de leur tête à tous. Mais c'est juste une menace qui rôde. La série, elle n'est pas à ce sujet-là, à la base. Pour moi, le sujet de base, c'est leur vie à chacun vivant ça. Mais après, bon, on verra. Oui, on verra un peu comment on verra. Dans le futur, mais... Exactement. Voilà. Bon. Du coup, le flic et Jonas, t'as donc le flic qui revoit un mec qu'ils avaient vu, Jonas. C'est ça. Le mec qui est indien, qui a une tête. Il est indien aussi. Ouais. Et qui était, je crois, dans le groupe de la fille, de la fille qui est morte. Oui, Angelica. Qui les a enfantés et qui leur explique un peu. Et donc lui qui était emprisonné dans la saison 1, enfin qui était récupéré par les méchants, et on voit qu'il communique un peu avec le flic encore. Et donc on les voit tous les deux plus ou moins espionner le mec à lunettes pour voir sa vie et comment ça se passe, etc. Et du coup, à ce moment-là, eux, ils réexpliquent les détails justement du complot. On a vu chacun qui réexpliquait un peu leur bout de vie à eux. Et eux trois, enfin eux deux, plus le mec à lunettes, on voit qu'ils expliquent ce qui s'est passé dans l'histoire du complot un peu. Je trouve ça bien qu'ils le réexpliquent, mais c'est toujours fait de façon fine. J'ai trouvé que c'était pas grossier en disant, bon, bah voilà ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Oui. Je trouve que c'est toujours fait de façon fine. Donc voilà, après, il y a le Van Damme, le bus qui explose. Ça m'a fait de la peine. C'était presque un personnage de la série pour moi, ce Van Damme. Donc c'est leur anniversaire à tous, au passage. Du coup, il se fait offrir par un mafieux du coin, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est ça, le mafieux qu'il avait employé pour transporter sa fille. Ouais. Ah, c'était sa fille, oui, c'est ça. Sa fille, Je savais plus pourquoi il l'avait aidé. Mais c'était sa fille qui l'avait protégée, qui s'était fait kidnapper, je crois. Qui a failli se faire kidnapper. Qui a failli se faire kidnapper, et puis finalement, ils avaient kidnappé le père pour obtenir la fille, pour que le père Et lui, il l'a sauvé. Et lui, il l'avait sauvé, c'est ça. Et du coup, il se fait offrir un nouveau bus. C'est ça. Je trouvais ça cool. Avec la clé qui fait bip bip et tout. Je trouvais ça bien. La scène d'anniversaire en commun, j'ai trouvé moi excellente. L'anniversaire en commun où il y en a une qui va en boîte, l'autre qui va à ceci, ils font tous un peu chacun de leur côté l'anniversaire. Et j'ai trouvé cette séquence exceptionnelle. Moi, j'avais des écouteurs pour regarder la série. La musique, elle est trop bien avec la scène, avec la séquence. J'ai trouvé ça excellent. Le passage d'un lieu à un autre est toujours fait de façon vraiment super fine, super fluide. Les transitions sont vraiment super. Tu vois qu'ils sont ensemble à tous les endroits en même temps, mais chacun de leur côté, et les passages d'un endroit à un autre sont super bien faits. J'ai trouvé ça mais excellent. Moi, ça m'a donné des frissons au moment où la blonde qui est DJ, monte sur scène dans le corps de l'indienne, et monte sur scène et commence à faire le DJ sur place. Ça m'a donné des frissons avec la musique qui repart à fond et tout ça. J'ai trouvé ça, moi, excellent. On voit la complicité qu'il y a entre les gens, on voit l'amour qu'ils se portent les uns pour les autres, la complicité, on voit qu'ils s'amusent, qu'ils ont du fun. Ils ont de la complicité dans la boîte où ils dansent ensemble, ils ont du fun dans je sais plus quel endroit où ils s'amusent ensemble. Tous les endroits différents, ils ont une émotion, une complicité différente qu'on voit. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent, cette scène. Non, la scène était vraiment excellente, superbement filmée avec de superbes transitions. Enfin, comme d'habitude, en fait. Ouais. Comme d'habitude. Et c'est vrai que ces scènes de groupe, ces scènes où ils sont tous en groupe, t'as vraiment l'impression de voir une bande d'amis. Exactement. Et puis, à travers le monde. À travers le monde, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est franchement top, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et on parle pas de la scène de sexe qui arrive un tout petit peu après. C'est ça. Que moi, je trouve... Je trouve toujours que c'est pas vulgaire. C'est à la limite, mais ça pourrait être vulgaire, mais ça l'est pas. Je trouve que c'est très graphique, que c'est presque comme un tableau vivant de gens. Et moi, je le trouve bien. Après, bon, elle dure le temps qu'elle dure, mais elle montre que ils partagent tout, vraiment tout, quoi. Et moi, je trouve toujours pas ça vulgaire. Je trouve ça toujours aussi graphique et presque beau à voir, quoi. Donc voilà, moi je crois qu'elle t'a un peu dérangé ou... Alors c'est pas qu'elle m'a dérangé en fait la scène, mais on
en avait déjà eu une. Oui. Voilà. Quand j'ai vu la scène de l'anniversaire, donc l'effet de groupe, etc., comme je disais tout à l'heure, superbement filmé, c'était bien, on était bien dedans, la musique était au top. Tout de suite, je me suis dit, je suis sûr qu'après, ils vont nous refaire le coup de la scène de sexe. Je me suis dit, c'est certain. Et tout ce que j'attendais, en fait, c'est qu'ils me fassent mentir. Et qu'en gros, il n'y ait pas encore une scène de sexe dans cette scène qu'on avait déjà vue. Oui, c'est bien filmé, c'est vrai, c'est bien filmé, c'est pas vulgaire, c'est plutôt bien fichu. Les jeux d'ombre, de lumière et tout, comme on a eu là dans cet épisode-là. Maintenant, je me dis qu'elle n'était pas indispensable. Elle n'était pas indispensable et elle n'avait pas besoin d'être aussi longue aussi, parce que je l'ai trouvée. C'est vrai qu'elle était un peu longue. Je l'ai quand même trouvée un peu longue. Même si c'est bien même si c'est bien d'aborder tous les aspects effectivement de leur vie. Ouais, pour moi, c'est ça. Elle rappelle qu'ils partagent vraiment tout de A à Z. Ça, on est d'accord. Ça, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, voilà, je l'ai pas trouvé franchement nécessaire. C'était bien fait, oui. Mais pas franchement nécessaire. Après, c'était leur anniversaire, ils voulaient profiter du moment. Bien sûr, complètement. Et on montre tous en... Voilà, et en fait, ça dit aussi que on montre tous en... Oui, et c'est vrai que voilà, là, dans cette scène-là, contrairement à la scène de la première saison, ils y sont tous. Puisque dans la scène de la première saison, je crois qu'ils n'y étaient pas tous. Je sais plus. Il y en avait 4 ou 5. Même là, par exemple, l'Indienne, elle y est quasiment pas. On la voit dans une des scènes qui se passe en fond, mais c'est tout, on la voit quasiment pas parce qu'elle est pas du tout, elle est encore vierge, etc. Et on la voit en fond une fois et je l'ai pas vraiment repéré dans les autres scènes. Après bon, j'ai pas non plus jeté en détail, fait pause, etc., des ralentis. Non plus. Mais voilà, c'est le sentiment qui m'est resté, c'est que oui, la scène est belle, oui, ça nous rajoute un petit peu sur le fait qu'ils partagent vraiment tout. Maintenant, je pense qu'elle n'était pas franchement utile. Voilà. Moi, je pense qu'elle était un peu utile, peut-être pas aussi longue, mais enfin, ça m'a pas dérangé qu'elle soit aussi longue, mais c'est vrai qu'ils auraient pu la faire plus courte. Par contre, j'ai bien aimé qu'elle soit là, parce que de toute façon, il y en avait au moins 2 qui allaient faire l'amour, c'était les 2 filles. Oui. Et du coup, les autres aussi. Et du coup, ils montrent ça parce qu'ils montrent tout de leur vie, en fait. Donc ça m'a pas gêné que ce soit là, ça m'a pas choqué. Enfin, je m'attendais même qu'à ce qu'elle soit là, parce que sinon, pour moi, ça m'aurait peut-être manqué. Tu vois, parce qu'on savait qu'ils allaient le faire et ils passent à autre chose, alors que d'habitude, ils montrent tout. Et voilà. Après, est-ce que, voilà, aussi long ou pas, après, chacun fait son avis, mais voilà. Après cette scène de sexe, on voit que l'Indienne, elle essaye d'accepter de faire l'amour avec son mari. C'est ça. Et l'Allemand qui se trouve une petite... L'Allemand, voilà, qui lui est occupé minette. avec une petite minette. Et j'ai trouvé la scène très très drôle. Oui. Entre les deux. Oui. Où elle n'ose pas. En fait, elle va pour essayer de faire l'amour à son mari, mais elle n'ose pas, mais elle pense quand même à l'Allemand. Et à chaque fois, elle se retrouve. Elle se retrouve là-bas, elle se retrouve en Allemagne, à côté du mec qui est en train de faire l'amour avec la petite minette. Elle est choquée, elle dit non, mais non, et tout. Et elle va essayer pour aller avec son mec. Du coup, ils font l'amour l'un à côté de l'autre. En fait, dans l'île, ils sont pas physiquement l'un à côté de l'autre, mais ils se voient l'un l'autre en train de faire l'amour. Et ils rigolent en disant non, mais c'est toi qui as voulu que me voir et tout. Ouais. Non, mais je suis pas tout seul. Et du coup, ils s'engueulent en même temps qu'ils essayent de faire l'amour chacun de leur côté. Et j'ai trouvé la scène très rigolote. Non, la scène était vraiment très drôle. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est des petites tranches de vie, entre guillemets, des petits moments de leur vie qu'on capte, effectivement, tout au long de l'épisode, dans la vie de chacun. Non, c'est sympathique, vraiment sympathique. Je trouve ça très drôle. Après, bon, le mec qui tombe et qui se casse le pénis, j'ai trouvé ça un peu abusé, le mec qui tombe et il se casse le pénis. Quoi. Il a pas de chance. Non. Il a vraiment pas de chance. Non. J'ai trouvé ça un peu limite, quoi. Enfin, comme par hasard. Enfin... Mais bon, la scène aussi avec le médecin après était rigolote. Le médecin était assez exceptionnel, j'avoue. Médecin italien. Oui, ça peut peut-être marcher. Ou pas. Voilà, c'est... Non, très très bon. J'ai trouvé ça très bon. L'Allemand qui va prendre la tête du royaume de son oncle, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a sa tante ou je sais pas qui lui dit bon bah ce serait bien que tu prennes le contrôle de la région maintenant. Et donc lui il veut pas, il s'en fout, il a juste tué son oncle parce qu'il faisait chier ou je sais plus pourquoi d'ailleurs. Ah parce qu'il avait fait du mal à son il avait fait du mal à son pote effectivement. Et du coup il s'est vengé et lui il veut pas du tout prendre le contrôle du truc, il s'en fout, il est bien et donc voilà, on voit que
qu'il s'en fout, mais par contre qu'il a beaucoup de pression pour reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appris que le mec, c'est un Bogdanov. C'est un Bogdanov. Son nom de famille, c'est Bogdanov, le gars. Effectivement. Par contre, il n'a pas le physique des Bogdanov. Ouais. J'ai trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, on peut remarquer, on remarque, puisque là on arrive dans la dernière partie de l'épisode, quand on voit donc la vie du jeune Allemand, il y a une alternance aussi avec le jeune flic qui va voir justement le mec aux lunettes et qui lui fait comprendre donc qu'il sait qu'il avait bien compris qu'ils étaient recherchés, etc., mais que effectivement la connexion pouvait marcher dans les deux sens. Avec la scène de l'interrogatoire. Exactement, avec la scène de l'interrogatoire que j'ai trouvé très bon, vraiment. Très bien mené. Où t'as en fait donc le mec à lunettes qui va dans une pièce fermée, type interrogatoire avec le miroir et tout, le miroir sans teint, pour pas que justement le flic puisse savoir où il est. C'est ça. Et il commence à lui poser des questions et t'as le flic qui retourne un peu la situation en lui disant t'as une marque d'alliance, donc t'es marié, etc. Enfin, il lui pose des questions, il lui dit fais gaffe parce que nous aussi on peut te trouver si on se force un peu, quoi. Exactement. Et j'ai trouvé ça très bien mené qu'il soit dans une salle d'interrogatoire, etc. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça a mis un petit côté police dans le... J'ai trouvé super bien fait. Exactement. Et puis là, j'ai remarqué en fait qu'il y avait un changement dans l'attitude ensuite du jeune flic et puis donc je pense après des autres sensitifs, dans le sens où ils veulent plus être traqués et que j'avais vraiment l'impression qu'on va assister ensuite à ok, on va se mettre en ordre de marche et maintenant c'est nous qui allons les traquer eux pour pouvoir en fait gagner notre liberté entre guillemets, quoi. Pouvoir être tranquille ensuite. Donc voilà, c'est là qu'on annonce vraiment ce qui va se passer dans la saison 2. On nous annonce un petit peu les enjeux de chacun, ce qui va se passer. Parce que là, tu commences à voir la prison avec les assassins qui arrivent dans la pièce. Exactement, avec les assassins qui arrivent dans la pièce pour tuer la jeune chinoise sous les ordres de son frère. Et tu vois la hackeuse qui commence à se faire... vraiment rechercher activement, du coup elle est obligée d'aller ailleurs. Et c'est ça, de Lito qui maintenant va vivre un après carrière dans le cinéma, et puis on sait pas trop comment ça va se tourner. Et puis il y a eu cette scène aussi avec sa mère, quand il va voir sa mère pour Noël, que j'ai trouvé très très bien et qui m'a limite mis les larmes aux yeux. Quand tu t'attends à ce que sa mère l'engueule et qu'elle le rejette et que tu t'y attends forcément. Tu te dis, c'est ce qui va se passer. En plus, il y a tous les magazines, des photos de lui en train de faire l'amour avec son mec sur le bureau, sur la table d'accueil de sa maison. Exactement, et qu'elle avait préparé un super réveillon, qu'il devait y avoir plein d'invités, personne n'est venu. Tu t'attends forcément à ce que Lito se fasse engueuler par sa mère. Et puis finalement, non. Non, elle lui dit, en gros, tu m'as fait un cadeau, j'ai vu la valeur des gens qui m'entouraient. Moi, tout ce qui compte, c'est que je suis ta mère et que je t'aime. De toute façon, je l'ai toujours su parce que t'étais un trop bon danseur pour être hétéro. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon. Très très bon. On a vu l'amour d'une mère pour son fils. Exactement. Complètement. J'ai remarqué, c'était un peu avant où il essaie de rentrer chez lui. Mais bon, c'est une petite scène vite fait où t'as Lito qui s'aperçoit qu'on l'a éjecté de son appart. Oui. Et du coup, il essaye d'ouvrir, mais il n'y arrive pas. Et là, il y a l'Allemand qui arrive pour l'aider et qui commence à défaire le truc. Et j'ai bien aimé c'est plein de petits détails comme ça, où t'as leur copine aux deux gays qui sont ensemble. T'as leur copine qui passe devant, et t'as l'Allemand qui mate son cul en passant, tu vois. Et c'est ce genre de petits détails où on voit un peu le caractère profond de chacun. Et j'ai trouvé ça, c'est tous ces petits détails, en fait, où on voit le caractère de chacun, encore une fois. Et du coup, tu disais qu'effectivement c'était une partie où on voyait un peu tout le monde. Voilà, où on voyait un petit peu tout le monde et où on comprenait un petit peu ce qu'allaient être les enjeux de la saison 2. En plus de cette envie, entre guillemets, maintenant de se libérer de cette pression. Voilà, de cette pression faite par le mec aux lunettes. Donc voilà, et puis on arrive sur la dernière scène. Alors non, avant la dernière scène,
moi j'ai quelque chose justement sur ces scènes différentes de vie. On voit chacun. J'ai bien aimé la scène de la prison, justement au moment où il y a les 3 personnes, les 3 soi-disant avocats qui arrivent pour la tuer en fait. Oui. Et qu'on voit chacun donner un avis sur sa spécialité, chaque sensei qui donne un avis. Genre t'as le flic qui arrive qui dit c'est pas des avocats. T'as la hackeuse qui arrive qui dit la caméra est éteinte. T'as l'acteur qui dit putain mais il monte super mal quoi. Et t'as je sais plus l'allemand qui dit c'est des tueurs en fait. Ouais. Et chacun donne un avis sur sa spécialité. J'ai trouvé ça super bien amené, etc. aussi. Donc elle les défonce. J'ai bien aimé aussi. T'as donc la hackeuse qui arrive dans son nouveau bateau. Je sais pas qui c'est lui d'ailleurs. Je sais pas si on l'avait vu dans la saison 1. Ils vont habiter sur un genre de péniche. Chez un fou. Oui. Le gars qui a l'air complètement fou, effectivement. Ouais, je sais pas si on l'a vu. Oui, c'est lui qui lui fourmillait le matériel informatique. Ah, c'est possible. Oui, et qu'il connaissait en fait dans sa vie d'avant. Ouais, quand c'était un mec, effectivement. D'accord, ok. Et du coup, j'ai bien aimé, il y a une scène à ce moment-là où il y a la chinoise qui va la rejoindre, la hackeuse, pour regarder une interview de son frère, à la chinoise. Ouais. Et tout le début de l'interview se passe en anglais. Et il y a des moments où j'avais oublié en fait voilà, ça me faisait assez bizarre que l'Africain, que la Chinoise, ils parlaient tous anglais partout en fait. Ça m'avait fait un peu bizarre parce que j'avais oublié comment ça se passait. Et cette scène-là justement où l'interview elle commence en anglais et là il y a la caméra qui se met du point de vue de la copine donc de la hackeuse et du mec. Qui se met du point de vue en train de regarder la hackeuse qui regarde la vidéo et on entend que c'est en coréen ou en chinois. Enfin, en chinois, ouais. Et on entend que c'est en chinois. Et du coup, ça se fait réaliser d'un coup qu'effectivement, en fait, il y a personne qui parle juste anglais. Enfin, sauf ceux qui habitent aux États-Unis et tout ça. Mais l'Africain, il parle africain. La Chinoise, elle parle chinois. Enfin, et j'ai bien aimé. Ils se comprennent tous, en fait. Ils se comprennent tous. Et en fait, ça montre que, on vous rappelle que, en fait, ils parlent pas tous anglais. Et on l'entend parce qu'on est de leur point de vue. C'est ça. Et c'est une petite touche aussi, vite fait, en 2 secondes, qui amène ça. J'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai bien aimé, il y a une petite vanne qui m'a fait rire du pote de l'allemand. Parce que t'as l'un des méchants qui arrive pour encore les menacer, ou là ce serait plus pour un cadeau de Noël. Et t'as donc l'allemand qui dit à son pote de rentrer dans le magasin pour se protéger, pour se cacher quoi. Et t'as le pote qui dit non mais je peux pas me refaire tirer dessus quoi, ce serait un super mauvais plot de... En gros, ce serait con qu'on tire 2 fois sur le même personnage, comme il le dit, quoi. J'ai trouvé ça très bien qu'il le dise littéralement, quoi. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé cette petite vanne en disant, voilà, je me suis fait tirer une fois dessus, je viens de sortir de l'hôpital, je pourrais pas me refaire tirer dessus, quoi. J'ai trouvé ça marrant. Ensuite, effectivement, on voit Lito avec sa mère. Et enfin, l'avant-dernière scène, donc juste avant que l'Allemand se batte, t'as la scène où tu vois un peu tout le monde vivre leur propre nouvel an. C'est ça. Et où ils se voient un peu tous à chaque endroit, etc. Encore une fois, comme à leur anniversaire. Où j'ai trouvé que la musique était excellente, le mix des images était très bien, etc. Donc, comme d'habitude, je trouvais ça vraiment super beau, super bien à voir. Ouais. Je vais te laisser aborder du coup la dernière phase que tu voulais aborder tout à l'heure. Bah oui, donc la dernière phase où là, encore on voit les possibilités de la connectivité, où le jeune Allemand se fait attaquer justement par ce nouveau méchant. En fait, c'est un chef d'une autre zone. C'est ça, oui, d'une autre zone, ouais, c'est ça. Ou de Munich, je sais plus où ils sont. Où justement, donc il se fait poursuivre dans les rues dans les rues de Berlin. C'est Berlin, oui, c'est ça. Berlin, Berlin, ouais. Et puis arrive la dernière scène où il se bat contre 4 ou 5 assaillants. Et où effectivement, là encore, ça s'enchaîne entre lui, la jeune chinoise, le flic, etc. etc. Ça s'enchaîne entre eux. Et pour finir ensuite où il gagne contre ses assaillants. Il finit, il se relève, il se retourne, et puis là, donc il voit ses 7 camarades qui sont là, et il finit avec cette merveilleuse petite phrase. C'est, je crois... Happy fucking New Year. Voilà, c'est ça, Happy fucking New Year, que je trouve grandiose. Ouais, je trouve ça grandiose aussi. Et l'épisode s'arrête là, je trouve ça très bon, très très bon. Et juste, ça me fait penser du coup à la scène où en prison, où elle se bat, où elle va tuer les 3 tueurs. Les avocats, ouais.
Et on voit encore une fois, quand ils prennent la possession du corps, mais ils prennent possession que d'une seule aspect du corps. Par exemple, dans cette scène où elle parle aux gens, tu vois que l'acteur, que Lito, il prend le contrôle en expliquant non mais attendez, etc. Oui. Et la scène se change, tu vois que c'est le flic qui est là en train d'essayer de défaire ses menottes. On repasse sur Lito qui continue à parler, etc. Et on voit qu'en fait chacun contrôle juste une partie de ce qui se passe en fait. L'un qui parle pendant que l'autre fait la menotte, etc. Exactement. Et, voilà, moi j'ai trouvé ça... Exactement, en fait comme s'ils étaient une seule et unique personne. Exactement, en fait, tout simplement. Comme si c'était différentes parties de leur esprit qu'on nous montrait en fait. Exactement. J'ai trouvé ça super. Et du coup moi l'épisode, je l'ai trouvé, voilà, encore une fois, c'était un épisode où ça fait peu avancer l'histoire, par contre ça introduit en fait la saison qui va venir de façon parfaite, tout en montrant un peu leur vie personnelle beaucoup plus qu'avant. Exactement, ouais. Alors c'est vrai qu'ils ont eu la possibilité, donc sur cet épisode de 2 heures, de vraiment rentrer dans le détail de chacun des personnages, ça c'était super bien, et voilà, et donc nous introduire ensuite cette saison 2 à venir. Avec l'intrigue de chacun. Avec l'intrigue de chacun, effectivement. Et du groupe avec le Macalunette. Ouais, complètement. Alors moi j'ai été juste déçu d'un petit truc. En fait, c'était l'affichage de Netflix qui disait nouveaux épisodes. Donc je m'attendais à effectivement un épisode de Noël plus 2-3 jours plus tard peut-être la saison 2. Voilà. Mais non, c'était nouvel épisode. Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est juste Netflix qui dit comme toujours. Oui. Effectivement, moi c'est un épisode rondement mené que j'ai trouvé très bien. Et je dis rondement parce qu'on est des gros spoilers. Exactement. Donc voilà, sur cet épisode de Noël, je pense qu'on peut le conclure là-dessus. Exactement. Du coup, on va vous retrouver pour un prochain épisode très bientôt. Très bientôt. Ouais. Parce qu'on est des gros spoilers et qu'on aime ça. On aime ça. Je vais pas la refaire une deuxième fois. Voilà. Et bonne année. Et bonne année.